Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors notre but aujourd'hui en troisième est de comprendre comment s'organise la quatrième République et la période précédente, la libération, à partir de 1944 jusqu'à la date de 1958, qui met en place avec la nouvelle constitution française la cinquième République et signe le retour au pouvoir de Charles de Gaulle qui décide de lui-même de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 1946. Donc de 46 à 58, il y a un hiatus durant lequel ce personnage éminent de la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas présenté et s'est retiré de la vie politique. À Colombey, les deux églises, son petit village, où il a sa maison, où il décide de ne pas se mêler aux problèmes de la quatrième République, parce que vous allez voir que cette quatrième République a un fonctionnement qui est relativement problématique, notamment dans le pouvoir disproportionné qu'il donne au législatif par rapport au pouvoir exécutif, etc. Alors tout ceci nous amène donc à étudier à partir de cette deuxième fiche, qui est donc la page 2 du document France Chronologie 20e siècle que je vous ai mis dans le Google Drive. Toute la partie sur le régime de Vichy, la résistance, j'en parlerai pas. Je vous ai rappelé les différentes choses là que nous avons justement vues en cours avant la période de confinement. Et on va tout de suite s'intéresser à ce qui se passe après la fin du régime de Vichy. Donc je vous renvoie à nos différents cours si vous voulez en savoir plus sur l'organisation de la France vichiste jusqu'en 1944. Donc pendant la libération se met en place une nouvelle période en France qui va mettre progressivement fin à la collaboration et cette période va restatuer présence gaullienne puisque De Gaulle devient le chef du GPRF, gouvernement provisoire de la République française. Il ne peut pas être appelé président de la République, hein. Le gouvernement est forcément provisoire, il manque une élection. Et ça va être justement le but de ce gouvernement provisoire que d'organiser des élections le plus vite possible afin que la France se dote à nouveau d'une République et fasse oublier le régime dictatorial et non républicain, donc avec un chef d'État, Pétain, non élu, de Vichy. Donc pour ça, on va mettre en place un certain nombre de lois destinées à renforcer la situation du peuple après une Deuxième Guerre mondiale qui a amené énormément de problématiques. Par exemple, première chose, en 1944 est mis en place le droit de vote des femmes. Enfin, les femmes vont pouvoir voter et aux élections de 46, c'est ce qu'elles vont faire. Alors, pourquoi ça n'avait pas été fait avant? Pour plusieurs raisons relativement étranges aux yeux de personnes de 2020. On considérait à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, que le poids de la religion sur les femmes était, enfin, les hommes, puisque c'est eux qui gardaient le pouvoir, une vraie société machiste, considéraient que les femmes étaient trop proches du prêtre et de la religion à l'époque et auraient été, pour beaucoup de républicains anticléricaux, manipulés par les prêtres dans leur volonté de vote. Et on considérait aussi tout simplement que comment dire, il y avait une discrimination à apporter envers les femmes par rapport à une supériorité masculine dans l'esprit de beaucoup de vieux bougons de la Troisième République. Donc heureusement, les choses évoluent et en 1944, le droit de vote des femmes, alors il y a d'autres raisons plus prosaïques, hein, il y a eu pas mal de morts, il y a eu pas mal de familles où les hommes des familles se sont retrouvés justement tués, soldats à la guerre. Donc on octroie enfin tout de même le droit de vote aux femmes. Il faut dire que beaucoup de femmes étaient résistantes, et c'est notamment ces femmes résistantes-là qui ont eu une action pour mettre en place ce droit de vote. Il y a toute une histoire relativement complexe de la mise en place du droit de vote des femmes en France. Il y a l'article Wikipédia qui est pas mal fait là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description. En 1945 aussi, on met en place la sécurité sociale, c'est-à-dire le paiement de tout ce qui est notamment euh, lié à l'insécurité de la vie pour les Français. Alors ça va par exemple être des choses telles que des réformes économiques et sociales qui viennent. Voilà. Donc c'est le Conseil national de la résistance, le 15 mars 1944, qui statue de tout ceci. Donc voilà les points économiques et sociaux qui sont mis en place. Alors regardons exactement ce qu'en pense le CNR et ces mesures vont être mises en place par le GPRF une fois que le GPRF s'installe en France. On se met le petit pointeau fixe histoire de pouvoir voir tout ça ensemble. Voilà. Donc première chose,
regardons le plan social, c'est-à-dire cette partie-ci. Donc lisez bien les mesures d'abord sociales. Alors vous voyez que sur le plan social, on essaye de mettre en place une facilitation du travail de ceux qui ont beaucoup souffert pendant la guerre, c'est-à-dire le monde ouvrier. Et on va essayer d'assurer aux personnes âgées qui n'auraient peut-être plus de jeunes pour s'occuper d'elles, puisque les jeunes seraient morts à la guerre, une existence. Également aux familles dont les revenus seraient bien inférieurs parce que des membres de la famille seraient morts, etc., etc. Il faut aider cette population pour aussi permettre un redémarrage économique, puisqu'une population qui ne peut rien acheter parce qu'elle est pauvre ne permet pas non plus à l'économie de redémarrer. Donc, on met en place plusieurs choses destinées à apaiser la population et également à renforcer son niveau de vie et son niveau de santé après une Deuxième Guerre mondiale qui a été un événement extrêmement tragique. Donc, droit au travail et droit au repos. Droit au travail, forcément, puisqu'on va essayer de faciliter l'entrée dans le monde du travail des anciens soldats et des jeunes pour reproduire et recréer une économie après la Deuxième Guerre mondiale. Et droit également au repos pour encadrer cette mise en place d'un travail et éviter une révolte populaire après la guerre. On sait que les périodes qui sont les périodes de pauvreté sont propices aussi aux révoltes du peuple. Pour ça, justement, on garantit le niveau de salaire et de traitement. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un revenu minimum, un SMIC, au départ SMIG, salaire minimum garanti, qui va permettre progressivement d'éviter une trop forte pauvreté de la population. Également un plan de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, par exemple les blessés de guerre, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Ce plan de sécurité sociale est aussi une retraite. C'est la première fois là qu'on parle d'une retraite. La mise en place d'une retraite, où vous avez une redistribution des richesses. Ceux qui travaillent vont payer les retraites de ceux qui ne travaillent plus. Vous voyez, c'est des mesures sociales qui sont liées aussi au type de personnes qui étaient résistantes et qui vont donc former le GPRF. Ce sont des gens qui étaient, pour certains d'entre eux d'ailleurs, situés dans le communisme, beaucoup situés à gauche. Il y a aussi eu des résistants qui étaient plutôt situés sur le bord de droite, évidemment. Toute la droite n'est pas l'extrême droite, attention, et à part l'extrême droite nazie, ou collaborationniste. Donc à partir de là, vous avez la mise en place d'une société qui va essayer de niveler les différences sociales par des mesures de sécurisation de la société, donc de sécurité sociale. Donc ça se met en place en 1944 et surtout en 1945. Vous le voyez qu'il y a aussi un sous-texte économique, puisque sur le plan économique, deuxième chose, tout ceci devrait permettre de faire redémarrer l'économie afin de reproduire après une guerre qui a été extrêmement difficile, à la fois pour les entreprises et pour les personnes, puisque les gens sont morts. Donc sur le plan économique, démocratie économique et sociale, le terme de social est important, c'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de faire porter des valeurs justement sociales dans le cadre économique en encadrant ce qui s'y passe. Organisation rationnelle et planifiée de l'économie, donc des plans. Pourquoi des plans ? Parce que l'État va se mêler d'économie. Ça aussi, c'est une politique de gauche, quand l'État se mêle de l'économie, par des grands travaux. Il s'agit de permettre la reconstruction. Ça va être le grand problème. Après toutes ces destructions de la Deuxième Guerre mondiale, il va falloir reconstruire. Reconstruire des ponts, reconstruire des routes, remettre en place un bâti économique, remettre en place des infrastructures, etc., etc. Pour ça, les grands moyens de production monopolisés vont être retournés à la nation. Il va y avoir des nationalisations. C'est-à-dire que l'État va prendre le contrôle de différentes sociétés. Lesquelles ? Les grandes banques, certaines compagnies d'assurance, les richesses du sous-sol, notamment les mines, par exemple les houillères du bassin de Lorraine de Frère-Lebach, les sources d'énergie et certains autres grands moyens de production. Il va aussi y avoir des nationalisations suite à des sociétés qui ont aidé la collaboration et aidé le nazisme, par exemple la SNCF fournissant les trains. Donc on va nationaliser un certain nombre d'entreprises pour donner du pouvoir à l'État. Donc toutes ces mesures, vous voyez, et sociales et économiques, portent plutôt une sensibilité de gauche issue du profil social d'un grand nombre
de résistants. Alors, le général de Gaulle lui-même n'étant pas de ce profil politique-là. Donc vous voyez qu'il y a ce mélange qui se met en place, mais une chose est sûre, il faut que la population aille mieux et supporte l'après-guerre dans le but de aussi pouvoir reconstruire une économie, puis de pouvoir construire une société fonctionnelle, de s'occuper de ceux qui sont morts, de ceux qui sont malades, de ceux qui n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. Donc l'État va avoir un rôle social à jouer après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que veulent les résistants. Donc, en même temps que tout ceci est mis en place, troisième volet, il y a une épuration, c'est-à-dire que les collabos, les anciens collabos qui étaient à des postes, vont être, pour certains d'entre eux, poursuivis, et pour d'autres, oubliés. On va d'ailleurs volontairement oublier certaines personnes, comme le fameux René Bousquet, qui reste préfet extrêmement longtemps, et qui était un ami à ce moment-là, qui reste un ami de François Mitterrand. Mitterrand avait des amitiés assez troubles avec des personnages qui avaient eu des rôles assez peu glorieux pendant la Deuxième Guerre mondiale et après. Mais tout ceci visant à faire oublier Vichy. Il faut faire oublier cette période. Parce que, rappelez-vous, pour l'esprit aussi des Alliés, De Gaulle représente la France de la libération. Il a fait ça tout le temps. Il voulait représenter la France de la résistance et pas celle de Vichy en faisant oublier les horreurs de Vichy. Donc on va avoir, comme on l'avait vu en classe, un procès de Pétain, il y a un procès de Laval qui se met en place, puis on balaye très très vite la poussière sous le tapis pour essayer de passer à autre chose et à faire oublier même que Vichy a commis des actes affreux. Donc il a fallu attendre très longtemps avant que les présidents et l'État français actuel, et à partir notamment de la période de Jacques Chirac, acceptent d'affirmer que l'État a eu un rôle dans la Shoah, dans le génocide juif notamment. Donc voilà, la libération se met en place, De Gaulle devient le chef du GPRF, on met en place le droit de vote des femmes, on met en place la sécurité sociale à partir de 1945, on épure moyennement des collabos, en oubliant certains, plus ou moins volontairement, afin de balayer très très vite ce régime de Vichy et donner une autre image. Dans cette autre image, elle doit à la fois être sociale, donc, et économique. En fait, le but, c'est d'éviter aussi le retour d'un nouveau Vichy. Donc c'est ce que dit le préambule de la Constitution de 1946, qui ensuite a été intégré à la Constitution en 1958 de la Ve République. C'est, regardez, clair et net, on réaffirme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, on garantit des droits à la femme égaux à ceux de l'homme, on met en place le droit d'asile contre les persécutions, toujours pour dire que la persécution ne doit plus exister comme les Juifs, par exemple, ont été persécutés dans la Deuxième Guerre mondiale. On inclut les droits sociaux dont on a parlé en disant que ces droits sociaux doivent être universels. On permet le recours à l'action syndicale pour la défense des travailleurs et des délégués des travailleurs. Donc on reprend aussi certaines choses qui avaient été mises en place, comme on l'avait vu par 1936, le Front populaire. Si on a des entreprises qui ont des caractéristiques qui en font des biens de service public, donc qui sont services de toute la nation, c'est la collectivité, d'après cette constitution, qui doit le mettre en place. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit le gérer et pas le marché. Par exemple, la santé va être encadrée aussi par la sécurité sociale qui se met en place pour le remboursement des soins. Donc ça, c'est l'État qui le gère. On ne met pas autant en France en place d'une privatisation du domaine de la santé que par exemple aux États-Unis. Et on inscrit le droit notamment à la protection de la santé des vieux travailleurs, la sécurité matérielle des vieux travailleurs, de la mère et de l'enfant. Donc sécurité sociale, ça on le comprend, mais également retraite des vieux travailleurs, ainsi que l'inscription du repos et des loisirs, donc des droits sociaux. Donc vous le voyez, la 4e République, plus que celle d'avant, après l'épreuve de la Deuxième Guerre mondiale, elle veut être une république sociale. Alors pourquoi c'est pas De Gaulle qui prend la tête de cette 4e République? On voit que là ça correspond en gros au programme du CNR. Parce que De Gaulle n'est pas d'accord avec l'organisation des pouvoirs que veulent les autres députés. Ils sont extrêmement apeurés, les membres du gouvernement provisoire, du retour d'un homme fort.
Pétain s'était présenté comme un homme fort. Hitler, c'est l'homme fort, c'est l'homme providentiel. Et cet homme providentiel, il prend le pouvoir, il l'applique, c'est un dictateur. Donc ils veulent empêcher qu'un homme seul, un homme providentiel, puisse prendre le pouvoir. Pour ça, pour eux, le pouvoir doit s'exercer de manière collégiale, en groupe. Or, qui exerce en France traditionnellement une partie du pouvoir en groupe? Les assemblées. Et De Gaulle, lui, il pense qu'il faut personnifier le pouvoir, qu'une personne à la tête de la France doit personnaliser ce redémarrage. Et pour De Gaulle, évidemment, cette personne, c'est lui. De Gaulle a un ego énorme. De Gaulle, c'est quelqu'un qui sait la propre valeur de ce qu'il a fait. Donc, certains de ses détracteurs pensent considèrent qu'il se prend pour la France. Que De Gaulle, la France, c'est une idée qu'il a, presque une obsession qu'il a systématiquement de la grandeur de la France. Il va donc appeler sa politique aussi après la politique de grandeur, à partir de 1958, à cause de ça. Et certains lui reprochent cette idée qu'il y aurait un guide à la France et que ce guide, ça devrait être lui. Et notamment, beaucoup de membres du GPRF et de personnalités autour de Gaulle pensent, d'hommes politiques, surtout en France, à ce moment-là, pensent qu'il faut une vraie démocratie en France. De Gaulle, évidemment, veut cette même démocratie, mais il veut une personnalisation du pouvoir. Et eux ne veulent pas. Lors du discours de Bayeux, de Gaulle, vous allez voir, lors de la campagne autour du référendum à la Constitution, parce que pour adopter une nouvelle Constitution, vu qu'on ne peut pas prendre les lois de Vichy et que Vichy avait balayé la Constitution, il en faut une nouvelle, on va l'appeler Constitution de la 4e République, on va organiser une République, mais il faut que le peuple donne son avis. Il va donc donner son avis par un référendum. Donc avant ce référendum, il y a une campagne qui est faite. Regardons ce que dit De Gaulle de tout ça. Première chose, pour De Gaulle, regardez, qui doit avoir le pouvoir législatif, c'est-à-dire fabriquer la loi. Donc vous avez vu, pour lui, il faut qu'il y ait 2 chambres, c'est-à-dire 2 assemblées. Donc voilà ce que propose De Gaulle. Le vote définitif des lois, donc pouvoir législatif, voter les lois et les budgets. Pour lui, c'est une assemblée élue au suffrage universel direct. Attention, pas universel masculin, universel, homme-femme. Universel et direct. C'est le cadre de notre Assemblée nationale, c'est-à-dire le peuple vote directement, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Il pense aussi qu'il faut qu'il y ait une 2e assemblée, composée d'une autre manière, c'est-à-dire suffrage indirect, pour examiner publiquement ce que la première a pris en considération. Donc, il faut qu'il y ait 2 chambres, composant le Parlement et exerçant le pouvoir législatif. Jusque-là, il est d'accord avec les autres politiciens. Il veut un Parlement de 2 chambres exerçant le pouvoir législatif. Il y a une chambre qui doit être élue au suffrage universel direct et c'est elle qui doit avoir le vote définitif des lois, c'est elle qui doit avoir le dernier mot. Il y a une 2e assemblée qui doit être élue au suffrage universel indirect, donc composée d'une autre manière, pour tempérer la première. Alors pourquoi ? Parce qu'on pense que les gens vont voter peut-être pour des très énervés, directement, et la 2e assemblée, le Sénat, devrait, de manière indirecte, faire voter les gens pour des hommes politiques qui eux-mêmes voteraient pour les sénateurs, donc qui seraient plus timorés, en tout cas, qui voteraient pour des gens plus sages, d'après les idées de Gaulle, qui permettraient d'éviter qu'il y ait des idées trop dangereuses qui soient votées. Donc la 2e assemblée va venir tempérer la première. C'est aujourd'hui l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est celle qui est au suffrage universel direct, le Sénat au suffrage universel indirect. Donc jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord. C'est la phrase suivante qui va poser problème. Il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait découler des 2 chambres du pouvoir législatif sous peine d'aboutir à une confusion du pouvoir. Donc que nous dit De Gaulle ? Il dit l'exécutif, c'est-à-dire ceux qui appliquent les lois, bref, les ministres, les présidents, c'est pas le Parlement qui doit les choisir. Parce que vous aurez une confusion des pouvoirs. Le pouvoir législatif aura le droit de choisir le pouvoir exécutif. Et donc au-dessus. Donc, le chef de l'État, pour De Gaulle, comment le choisir ? Il doit être élu par un collège beaucoup plus large que le Parlement. Un collège, là, il ne faut pas comprendre ça comme notre bâtiment scolaire. C'est un regroupement de personnes qui votent. Donc, beaucoup plus large que le Parlement. Il ne faut pas juste que les députés et les sénateurs aient le droit de choisir le chef de l'État, mais beaucoup plus de gens.
Il ne parle pas encore d'élection du chef de l'État au suffrage universel, direct, comme actuellement, mais en gros, il a quelque chose d'assez similaire en tête. Alors, que devrait faire ce chef de l'État pas élu par le Parlement? Regardons. Il nomme les ministres, notamment le Premier ministre, dont le but sera de diriger le travail du gouvernement et la politique. Le chef de l'État, lui, va promulguer les lois, c'est-à-dire les faire rentrer en application officiellement et prendre les décrets. Il préside le Conseil des ministres, Conseil du gouvernement. C'est un arbitre. Il peut aussi organiser des élections directement pour connaître la décision du peuple, donc des référendums. Et il représente la France en étant à l'étranger le garant de l'indépendance nationale de la France et des traités conclus par la France. Donc vous voyez qu'il veut un président qui ait un pouvoir fort, qui soit l'arbitre et le représentant de la nation. Et ça, beaucoup d'autres hommes politiques de l'époque en ont peur, parce que donner beaucoup de pouvoir à une personne, ça leur rappelle les mauvais souvenirs de Vichy. Donc, De Gaulle a des idées qui ne vont pas porter. Le projet de constitution ne plaît pas à De Gaulle, et De Gaulle va se retirer du projet de la 4e République. Et il ne va pas devenir, comme on aurait pu au départ le penser, le premier président, par exemple, de la 4e République. Le projet final, dans la Constitution, il ressemble à ça. Regardez bien, regardez ce schéma. Qu'est-ce que De Gaulle n'aime pas dans ce schéma? C'est clair et net, hein. Si vous avez bien suivi les flèches, si vous avez écouté ce qu'on a dit avant, regardez, le président de la République, ici, découle du choix des 2 assemblées. Vérifions, c'est uniquement le Conseil de la République et l'Assemblée nationale qui élisent le président de la République. Donc, nous sommes dans un système où le pouvoir exécutif, donc ça c'est l'exécutif, on ne veut plus aller en arrière, on va gommer. Donc le pouvoir exécutif se trouve en position de choisir le pouvoir législatif, pardon, vous voyez, j'ai fait une grossière erreur à force de gommer tout. Bon, je ne vais pas faire de montage, je vais le laisser. Au moins, vous voyez que je fais tout en direct. Donc, le pouvoir législatif, ici, va choisir les membres du pouvoir exécutif. Donc, c'est ça qu'il n'aime pas, De Gaulle. Il n'aime pas que le pouvoir législatif soit en mesure seul de choisir le président de la République. Il voudrait qu'un collège électoral beaucoup plus vaste le fasse, voire même, après, il parlera de suffrage universel. Donc nous sommes bien en face d'une démocratie, nous sommes en face d'une démocratie qui est une démocratie, un régime parlementaire. C'est le Parlement qui a le pouvoir supérieur. Donc ce régime politique est dit un régime parlementaire. Le Conseil de la République, aujourd'hui, porte le nom de Sénat. Comprenant les sénateurs, l'Assemblée nationale n'a pas changé de nom. Vous avez un président du Conseil et du gouvernement qui, en fait, est, comme vous l'avez compris, le Premier ministre. Président du Conseil des ministres et président de la République étant 2 termes proches, on va, dans la 5e République, simplifier les choses pour les Français en disant Premier ministre et président de la République. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Certains confondaient entre président de la République et président du Conseil. Conseil étant donc Conseil des ministres. Il est désigné par le président de la République et il est contrôlé par l'Assemblée nationale. Pourquoi par l'Assemblée nationale? Parce qu'elle est élue au suffrage universel. Très important, ça veut donc dire que le peuple l'a choisi directement. C'est donc elle qui est en mesure de contrôler le gouvernement. Sauf que il est extrêmement facile de supprimer le gouvernement. Il suffit de faire ce que l'on appelle une motion de censure.
Donc l'Assemblée nationale, quand elle fait une motion de censure, si la majorité des députés n'est pas contente du travail du gouvernement, le gouvernement saute et le président de la République est obligé de désigner un nouveau gouvernement. Comme l'accès à la motion de censure est extrêmement simple, les différents gouvernements de la 4ème République deviennent extrêmement instables. On change de gouvernement en moyenne tous les 6 mois. Donc on ne peut appliquer vraiment aucune grande politique, aucune grande décision. On appelle ce phénomène l'instabilité ministérielle. Donc l'instabilité ministérielle, c'est le fait qu'à cause de motions de censure à répétition, les différents députés mécontents du travail des différents gouvernements font sauter les gouvernements les uns après les autres. Donc vous avez un régime parlementaire qui n'est vraiment pas exempt de défauts. Ce régime parlementaire, les défauts qu'il a, c'est de mettre en avant l'instabilité ministérielle parce que le pouvoir législatif, justement, a le choix des membres directs du membre du pouvoir exécutif. De Gaulle, lui, il voulait un régime qu'on aurait appelé un régime présidentiel. Il voulait que le président soit l'arbitre de la nation avec beaucoup de pouvoir. Il n'a pas obtenu ce type de régime, il s'est reculé de la vie politique en retournant à colomber les deux églises. Voilà. Donc voilà en quoi s'organise et comment s'organise notre 4ème République. Mais alors, c'est quand même pas une période où rien ne se fait. Donc on vient de voir comment elle fonctionne, maintenant on va étudier son action. Donc première chose qu'on a vue, en octobre 1946, la constitution de la 4ème République est adoptée par référendum. Elle est, comme on l'a dit, parlementaire. Le gouvernement peut être renversé par l'Assemblée nationale, le président a un pouvoir faible, le pouvoir législatif est fort. Donc c'est ce qu'on appelle une république parlementaire, un régime parlementaire qui donne beaucoup de pouvoir au Parlement, donc au pouvoir législatif. De Gaulle voulait un président fort, donc un pouvoir exécutif fort, et il démissionne donc dès janvier 1946. Nous, on a vu le discours de Bayeux du 16 juin 1946 où il exprime ses positions. Donc le point faible de la 4ème République, on l'a déjà étudié, c'est l'instabilité ministérielle. En 12 ans, il y a 23 gouvernements qui se suivent, donc à peu près au rythme d'un gouvernement tous les 6 mois. Faut dire qu'il y a eu plein de vicissitudes sur lesquelles on n'aura pas le temps de revenir là. En 1947, les ministres communistes sont renvoyés du gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça continue à être une dictature et que commence notre fameuse guerre froide qu'on a étudiée. Donc avec le début de la guerre froide et de l'opposition justement entre le monde occidental et le monde oriental, avec le blocus de Berlin, etc., qui est dans les mêmes années, les ministres communistes, à ce moment-là, sont renvoyés du gouvernement et n'ont vraiment pas la cote. Donc le PCF, Parti communiste français, et le Rassemblement pour la France, le RPF créé par De Gaulle, forment l'opposition qui n'est pas au gouvernement. Et donc tous les gouvernements doivent s'appuyer sur une troisième force, ont des majorités de quelques sièges seulement, et puis sautent tous à chaque problème qui se pose. Donc c'est très dur d'avoir des actions. Et pourtant, il y a des choses qui vont se faire. La plupart des choses qui se font au départ sont ce qu'on a vu être mis en place au niveau des idées par le gouvernement provisoire de la République française. C'est-à-dire, première chose, la libération des femmes par le vote, la libération également de la presse qui avait été totalement encorsetée par le régime de Vichy, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on voulait, il s'agit bien d'une dictature, mise en place de la sécurité sociale afin de rembourser les dépenses de santé et de verser les retraites, planifier l'économie, comme on l'a vu, pour rattraper la production. Donc l'objectif, c'est rattraper en 1949 la production de 29, ça va marcher. Nationaliser les entreprises qui deviennent propriété de l'État dans le domaine de l'économie, pardon, je ne sais pas pourquoi le mot ne me revenait pas, notamment EDF et Renault, elle, va être punie aussi également pour collaboration, va devenir une entreprise d'État. Comment rattraper en 1949 la production de 29 ? Elle en fait un autre parallèle. Tout simplement, là, c'est pas la guerre froide, mais c'est le début de la CECA qui se met en place. Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Donc cette CECA qui se met en place, c'est le couple franco-allemand, donc le début de la construction européenne, a des conséquences en France. Donc vous voyez, il y a vraiment la mise en place de différentes choses qui se fait vraiment en même temps. Voilà, hop, petite faute de frappe, tout le monde aura compris. Donc cette construction européenne qui se met en place avec la CECA va avoir des conséquences en France, notamment de permettre de rattraper la production grâce à la mise en commun du charbon et de l'acier. Vous avez donc bien la guerre froide, la construction européenne, et ensuite, comme on le verra au niveau de la Ve République, la décolonisation qui vont jouer un rôle dans la vie politique française. Vous voyez, la France n'est pas du tout esselée dans l'échiquier politique, elle a des conséquences sur le reste du monde, dans ce qui se passe chez elle, puis elle a des conséquences de ce qui se passe dans le reste du monde chez elle. Alors regardons pour finir ce que fait notre fameux De Gaulle. Lui, il veut, pendant ce temps-là, il va revenir, lui, pendant que De Gaulle est de côté, la France se redresse économiquement. Vous pourrez lire ce document-là qui montre justement ce qu'on a dit, que la France reprend son pouvoir d'achat, sauf que l'instabilité ministérielle, et c'est là que De Gaulle va avoir un rôle, et il va remettre une sacrée stabilité en 58, l'instabilité ministérielle grève toute la politique du pays. Alors elle est clairement visible ici. Vous avez des alternances de gouvernement tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Très peu de gouvernements réussissent, comme celui de Guy Mollet, de 56 à la moitié de 57, à rester 1 an et demi. Vous avez des gouvernements de gauche, vous avez des gouvernements de droite. Bref, il n'y a aucune politique d'ensemble sur le long terme qui permette de prendre de vraies grandes mesures. C'est ce qu'Antoine Pinet dit dès 1952. Comment notre pays en est-il arrivé là, à l'instabilité ministérielle ? Alors cette instabilité ministérielle, il faut, d'après ce qu'il dit, y mettre un terme. Comment ? En ayant un gouvernement plus efficace. Comment avoir un gouvernement plus efficace ? Il n'y a pas 36 manières. Si vous ne voulez plus avoir de régime qui ne soit que législatif, il faut changer de régime. Il faut donc changer de constitution. Eh bien, c'est un problème issu de la décolonisation qui va amener en 58 De Gaulle au pouvoir et amener un changement de constitution. C'est la crise algérienne qui va être le cadre de notre avant-dernière vidéo qui paraîtra très certainement en fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine. Je terminerai évidemment le programme notamment en 3e pour vous permettre de voir tout ça. Alors vous le voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un cadre assez particulier. La République qui se met en place est une République qui se veut à la fois sociale, démocratique et avec une fibre économique pour permettre le redémarrage du pays. Elle se nourrit de ce qui se passe durant la guerre froide, avec notamment le départ des membres du gouvernement qui sont communistes en 1947. Elle se nourrit de ce qui se passe dans la construction européenne avec le redressement économique du pays. Elle met en place les bases de notre régime actuel de sécurité sociale, le vote des femmes également, et une organisation de l'État qui ressemble déjà beaucoup à celle que nous avons aujourd'hui, sauf pour le vote notamment du président de la République et la subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif. 58. Depuis 54, comme on l'a vu, crise d'Algérie, une vraie guerre qui n'en porte pas le nom, sous le nom d'opération de pacification, de grosses difficultés et une situation qui devient pendant un certain temps hors de contrôle. Un homme providentiel. On va faire appel à celui qui a déjà réussi une fois en 40 à être la voix de l'unité. Et bien cette personne, c'est De Gaulle, que en tant que militaire, certains militaires vont chercher et que l'opinion publique n'a pas oublié. Lui, il n'est pas mêlé à ces affaires d'instabilité ministérielle, puisqu'il n'a pas été au pouvoir pendant la 4ème République. Il arrive donc à ce niveau-là, à nouveau, en tant qu'homme providentiel en 1958. Ce sera donc le sujet de notre prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien.